Bonjour, bienvenue à l'épisode 5 du webcast Biotech Connect. Aujourd'hui, nous aurons la thèse en 3 minutes de M. Simon Boudreau de l'Université de Sherbrooke, puis notre invité sera Étienne Vincent de Isologique. Restez avec nous. Donc, tel qu'annoncé, nous passons tout de suite à la thèse en 3 minutes de Simon Boudreau. Imaginez la situation suivante. Votre médecin vous annonce que vous avez un cancer. Mais dans son visage, il n'y a aucune inquiétude. Il vous explique, le plus communément du monde, qu'on vous traitera en vous injectant des virus qui vont cibler très spécifiquement votre cancer et le détruire efficacement avec peu d'effets secondaires. Science-fiction ou réalité? L'avenir des traitements contre le cancer repose sur ces virus spécialistes de la destruction des cellules cancéreuses. D'ailleurs, les recherches cliniques sont déjà bien en cours. Malheureusement, leur efficacité est, pour le moment, encore limitée, car notre compréhension des mécanismes qui leur permettent d'être efficaces est encore incomplète. C'est à ce moment que j'interviens. Afin de mieux comprendre ces virus, je me suis intéressé à leur interaction avec les cellules qu'ils infectent. Je me suis plus particulièrement intéressé à l'épissage alternatif, un processus cellulaire normal qui est déréglé dans les cellules cancéreuses. Mais attendez, c'est quoi ça, l'épissage alternatif? En fait, c'est un peu comme faire un gâteau. Pour faire votre gâteau, vous prenez votre livre de recettes préféré, celui de Ricardo évidemment. Vous choisissez une recette qui vous plaît. Le livre, c'est le matériel génétique, l'ADN, qui comporte toute l'information nécessaire à la cellule. Vous ne voulez pas tâcher votre beau livre dans votre cuisine. Vous faites donc une copie de votre recette que vous amenez à la cuisine. La cellule transcrit le message d'ADN pour en faire une copie de travail, l'ARN, au même titre que la photocopie de votre recette que vous avez faite. Ensuite, vous comprenez les instructions qui y sont inscrites et vous réalisez votre gâteau. Cependant, vous pouvez adapter la recette à vos besoins. Par exemple, vous pouvez faire une demi-recette pour un gâteau à un seul étage ou remplacer le glaçage à la fraise par un glaçage à la vanille. Toutes les informations sont présentes et vous pouvez en enlever ou en choisir pour que votre gâteau réponde à vos besoins. La cellule fait exactement la même chose. Elle peut adapter et transformer le message pour répondre à ses besoins immédiats. Et c'est ce qu'on appelle l'épissage alternatif. Il est connu que l'épissage alternatif est déréglé dans les cellules cancéreuses. Cela a évidemment piqué ma curiosité car devinez qui sont passés maîtres dans l'art de dérégler des cellules pour leur propre intérêt? Les virus évidemment. C'est pourquoi je me suis demandé si les virus pouvaient eux aussi dérégler l'épissage alternatif. En utilisant un de ces virus prometteurs contre le cancer, j'ai prouvé que l'épissage alternatif était en effet déréglé suite à l'infection. J'ai été capable de prouver que le virus cause directement ces changements et de déterminer quelle partie du virus en était responsable. Mes travaux permettent non seulement de mieux comprendre la relation entre les virus et leurs cellules hôtes, mais vont aussi nous aider à mieux comprendre comment optimiser ces virus pour en faire des super destructeurs de cellules cancéreuses. Mais avant d'en arriver là, il nous reste encore une bonne part du gâteau à comprendre. Donc, bonjour. On est de retour après la thèse de M. Simon Boudreau de l'Université de Sherbrooke. Je suis avec mon invité, Étienne Vincent. Bonjour, Étienne. Bonjour, comment ça va? Oui, merci. Donc, avant de faire l'entrevue avec toi, j'aimerais qu'on fasse quelques commentaires ensemble à propos de la thèse de Simon. Premièrement, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Mais je trouve que c'est quand même assez intéressant, puis ça ouvre des portes qui peuvent être bien pratiques, qui restent assez bien sûr, mais que c'est bien pratique. Première chose à laquelle je pense, c'est si c'est un virus, d'habitude, ça va affecter des types cellulaires relativement spécifiques. Puis si c'est un type de virus qui pourrait forcer un épissage alternatif spécifique, il pourrait forcer celui des cellules normales, non pas des cellules cancéreuses, pour réduire l'impact des cellules cancéreuses. Et l'autre option que je vois, c'est que le virus pourrait exploiter le type d'épissage qui est changé dans les cellules cancéreuses, où tu pourrais avoir une infection dans tous les types cellulaires, mais seulement une réplication dans les cellules qui ont ce type d'épissage alternatif-là. Ben, c'est ça, en fait, parce que c'est super intéressant, c'est la théorie qu'il présente.
C'est-à-dire que le cancer fait un type d'épissage alternatif qui n'est pas normal, donc, donc le phénotype du cancer. Les virus peuvent aussi changer l'épissage. Il n'y a pas vraiment dit exactement comment un pourrait combattre l'autre, mais on comprend que c'est ça le principe. Oui, puis en fait, c'est un des grands défis de combattre le cancer, c'est de trouver une bonne distinction entre les cellules saines et les cellules cancéreuses. Donc, on en a une directement là qui peut être exploitée. Donc, ben, c'est ça, c'est un petit peu le potentiel de cette méthode-là, c'est d'être très spécifique, là. Ouais. Mais sinon, moi, je voulais mentionner que j'ai beaucoup aimé la métaphore, en fait, la comparaison qui a tenu tout le long avec un livre de recettes, Ricardo qui fait des gâteaux. On pouvait même suivre les couleurs, donc comprendre les subtilités de l'épissage alternatif, vraiment vulgarisé là, pour monsieur, madame, tout le monde, comme quand on fait une recette. Moi, c'est le concept du sur-mesure, en fait. C'est ça qu'on cherche en médecine de plus en plus. Oui, absolument. À part ça, avais-tu d'autres choses ou tu es prêt pour passer à ton entrevue? Je pense qu'on peut passer à l'entrevue. Parfait, ben ça va être tout de suite après ceci. Bon, re-bienvenue à tout le monde. Bonjour, je suis avec mon invité du jour. C'est Étienne Vincent qui travaille pour la compagnie Isologic. Salut Étienne. Bonjour Guillaume. Tu permets que je te tutoie? Bien sûr. Ça va être plus facile. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à mon petit webcast. Premièrement, parle-nous un petit peu de ce que tu fais, de ton rôle à la compagnie Isologic. Mais d'abord, je vais expliquer c'est quoi la compagnie. Isologic, c'est une compagnie qui produit des molécules contenant des atomes radioactifs pour l'imagerie médicale. Par exemple, le produit qu'on produit le plus, sur lequel je suis impliqué, c'est le FDG, qui est une molécule de glucose avec un atome de fluor radioactif. Et ça, c'est injecté dans des patients pour la détection de certains cancers. Ça permet de détecter les cellules qui vont absorber le glucose plus fortement que les autres cellules. C'est assez fréquent dans certains types de cancers. Ce que je fais là-dedans, c'est un peu tout l'aspect de production. C'est utiliser le cyclotron, démarrer, faire le nettoyage de toutes les hottes. Ensuite, c'est partir les synthèses avec des blocs de synthèse automatisés. Et une fois que c'est terminé, je fais la distribution et aussi le contrôle de qualité. Je ne fais pas tout ça en même temps. En fait, on travaille en équipe et il y a une séparation des tâches selon la journée, selon les personnes qui sont disponibles. Mais c'est des horaires, tout le monde travaille en même temps de jour. C'est pas comme une usine qui. Ben, en fait, c'est pas comme ça. Je peux te donner une idée de la journée de travail normale. En fait, elle commence à 9h30 le soir. Ah oui? Ouais. Il y a la préparation de tout le matériel et tout le nettoyage, ça prend quelques heures. Le cyclotron, la première run de cyclotron, on le fait runner pendant 2 heures. Ensuite, synthèse, ça prend une demi-heure. Et la distribution commence vers 1h du matin. Pendant qu'il y a une personne qui fait la distribution, quelqu'un qui commence à faire le contrôle de qualité sur la première run, on envoie ça à des chauffeurs qui vont livrer aux hôpitaux. Et plus on commence tôt, plus ça va loin. Par exemple, la première run, souvent, ça va aller jusqu'à Chicoutimi ou même Rimouski. Ah oui, parce qu'en fait, c'est des produits à utiliser le jour même, là, si je comprends bien. Ouais, le fluor 18 a une demi-vie de 110 minutes. Donc, après 2 heures, on a la moitié de l'activité. Après 2 heures, une autre moitié. On établit une durée jusqu'à l'expiration qui est environ 12 heures. Mais en même temps, après 12 heures, tu as 64 fois moins d'activité que tu avais au début. Ah oui, OK. Fait que c'est important. Chaque heure compte, dans le fond, là. Ouais, puis c'est pour ça, en fait, qu'on commence la nuit, parce que on peut pas préparer rien pour le lendemain. Parce que on va avoir des milliers de fois moins d'activité qu'on aurait la journée même. Donc, c'est ça. C'est comme, à la limite, c'est presque comme un boulanger là, qui travaille tôt pour que le matin, les pains soient frais. Puis ça peut se partir directement. Exact. Donc, toutes les étapes, c'est pour ça que le contrôle de qualité, là, il se fait vraiment tout de suite après. Puis c'est de façon croisée avec une nouvelle production, je présume. Hein? Ah oui, le cyclotron roule presque constamment durant la journée. Et effectivement, dès qu'on l'arrête, on le repart. Puis on va partir la synthèse. Souvent, quand on est encore en train de faire la distribution, tout s'emboîte, s'enchaîne assez rapidement.
Puis, comme tu disais, le contrôle de qualité est fait rapidement parce que s'il y a des problèmes, il faut qu'on appelle le chauffeur, qu'on fasse ramener les doses, puis on fait une autre. Ah oui, OK. Ah oui, c'est déjà parti quand la qualité, le contrôle de qualité se fait, là. Ouais. Faut dire que normalement, les doses vont arriver, je pense que c'est de 30 à 60 minutes avant l'utilisation. Donc, même si c'était proche, si c'était à Montréal et que ça arriverait vraiment tôt, on aurait le temps de les rappeler s'il y a un problème. OK, c'est efficace comme étape. Donc, en fait, je présume que par le fait même, vous êtes basé à Montréal, là. Ouais, ouais, on est basé. En fait, la compagnie a plusieurs sites. Moi, je suis au site de la Chine, qui fait du FDG. On fait aussi du gallium, puis on fait de la manufacture à contrat pour une compagnie qui produit une molécule pour détecter les plaques amyloïdes, qui est fortement associée à l'Alzheimer. Ah oui. Il y a un autre site à Dorval qui travaille avec du technicium. Il y a plusieurs conjugaisons. En fait, il y a plusieurs molécules lesquelles on peut conjuguer dépendamment de ce qu'on veut détecter. Donc, On va s'intéresser un petit peu à toi. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce travail-là? C'est quoi un petit peu ton background scientifique? moi, j'ai fait un baccalauréat en sciences biologiques. Ensuite, j'ai fait un doctorat en biochimie où je travaillais sur la régénération des membres chez les salamandres. Donc ça, c'est biologie moléculaire, physiologie, développement. Et je sais que ça n'a aucun rapport avec ce que je fais maintenant. C'est une fois que j'ai fini mon doctorat, je cherchais des jobs, j'ai eu de la difficulté à trouver, donc on envoie plein de CV, on a quelques réponses pour des entrevues, et rendu à l'entrevue, ben soit on fait pas, on n'est pas un bon fit pour la compagnie, ou on a quelqu'un avec plus d'expérience. Fait que, Alors, je comprends parfaitement, mais c'est un témoignage qui est vraiment intéressant pour tous les gens qui nous écoutent. C'est donc, on s'adapte avec la situation, dans le fond, là. Ça me fait penser, vous, votre compagnie reste active malgré la situation de la crise sanitaire présente? oui, il n'y a aucun problème. En fait, il y a une très légère diminution de la demande, mais en fait, c'est les hôpitaux qui veulent espacer leurs patients pour pas qu'ils se rencontrent entre eux autres pour éliminer les risques de Ah contamination. oui, oui, OK. Faut pas oublier que c'est des gens souvent qui ont déjà ou potentiellement un cancer. Puis il y en a là-dedans qui peuvent être potentiellement immunosupprimés aussi. Donc on fait très attention aux patients de notre côté et du côté des hôpitaux. Oui, ouais, absolument. Ben, je comprends. Ben, c'est rassurant à savoir, là. En fait, il y a on entend dans les médias, là, il y a beaucoup de patients qui ont fait retarder ou annuler temporairement leurs opérations, mais c'est bon de savoir que il y a quand même de l'activité, mais de façon plus prudente, donc de façon ralentie là, dans les hôpitaux. Puis pour le diagnostic, puis j'imagine que c'est surtout diagnostic, en fait. Nous autres, c'est principalement un diagnostic. Il y a des sites qui vont produire des isotopes pour le traitement. Je parle ici de l'iode. Ah oui. L'iode peut servir à la détection du cancer de la thyroïde, mais aussi peut détruire les cellules. Si on utilise une quantité vraiment plus élevée d'activité, ça peut détruire les cellules. Puis comme c'est absorbé plus fréquentiellement par les cellules de la thyroïde, c'est quand même assez spécifique. OK. Ah, c'est intéressant. Bon, c'est bon à savoir que c'est un domaine toujours en effervescence, si je me permets l'expression. En fait, c'est Euh, à quel point ça fait peu de différence sur notre travail parce qu'on est déjà en production aseptique. Donc, tout ce qu'on ah oui, fait, vous avez déjà plus de protection que ce qui est exigé, dans le fond? ben, en fait, c'est qu'on a des protections parce que nous, on fait des produits qui vont être injectés la journée même dans des patients. Donc, faut absolument pas qu'il y ait de contamination. Faut absolument pas qu'il y ait aucune espèce biologique là-dedans. Donc, on est habillé pratiquement la tête aux pieds. On a l'espace ici qui est à découvert, mais c'est tout. Puis ça, c'est la journée normale, même s'il n'y a pas de pandémie. J'aurais une autre question que j'avais notée. Pour donner une idée aux gens, tu as fait quand même un cursus universitaire jusqu'au doctorat. Je voulais que tu me décrives comment tu pourrais comparer ta journée de travail par rapport à une journée de travail en laboratoire académique. Bien, en fait, la journée de travail chez Isolic, c'est très, très, très structuré. On a un horaire à suivre pour avoir des doses de prêtes à certaines heures. Dans une université, tu as beaucoup plus de liberté. Par exemple, moi, j'avais tendance à arriver vers 11h midi et partir vers 8h le soir. Fait que Le maintenant, classique, il y a beaucoup, surtout je pense les gars étudiants ont eu un genre de pattern semblable, là. ce qu'on décale au fur et à mesure, mais maintenant, j'ai plus du tout cette option-là. J'ai des heures très strictes à suivre pour
En fait, j'ai pas besoin d'être à l'heure pile à la job, c'est juste qu'il faut que je m'assure qu'à une heure spécifique, les choses soient faites. Euh, Oui, absolument. Vous, j'imagine qu'il y a d'autres fournisseurs de molécules comme les vôtres, là. oui, effectivement, il y en a d'autres. Je connais pas très bien, très bien, mais je sais qu'il y en a souvent qui sont produits directement dans les hôpitaux par les hôpitaux. OK, ouais. C'est clair que je pense que les hôpitaux, ils ont besoin d'être efficaces et non pas de faire du bricolage par eux-mêmes, là. Ouais. C'est comme les laboratoires académiques là, tu sais, qui ont chacun leur animalerie versus faire affaire avec une animalerie centrale qui est stabilisée, que les employés sont payés pour faire le travail comme il faut. Il y a ça se compare pas comment c'est plus efficace, là. Moi, je t'avouerais que notre expérience à nous autres avec les animaleries était pas vraiment positive, mais on a été forcés de la faire un peu. Parce Ouais. que nous, on travaillait, quand je travaillais à l'université, on n'utilisait pas des souris, on utilisait des salamandres. Il n'y avait pas vraiment de spécialisation là-dedans dans les techniciens là-bas. Puis pendant longtemps, il y a eu de la construction, puis on suspectait que ça stressait nos animaux. Puis Ben c'est ça, moi j'ai connu des élevages de lapins, de rats, de souris, mais des élevages de salamandres, ça ressemble à quoi? ben, nous, c'est pas exactement un élevage, c'est on a des adultes et parfois on faisait des reproductions. OK? En fait, c'est une série d'aquariums parce que nos salamandres, c'est des salamandres aquatiques. OK? C'est des animaux néoténiques, donc il n'y a pas la métamorphose qui les amène à être terrestres. Donc, c'est des gros aquariums, il y en a entre un et 3 par aquarium, dépendamment de comment ils s'entendent entre eux autres. Et c'est pas mal ça, là. C'est comme un poisson, mais moins actif, en fait. Ah, OK, ouais. Oh, moins actif, fait que c'est pas mal tranquille dans son coin. Ouais. Euh, ben, regarde, ça nous amène à passer aux questions connexion. Dans le fond, ça, c'est le bloc où on parle un petit peu plus de ce que tu as fait avant le travail chez Isologique. Je vais remonter encore plus en arrière. Comment, toi, tu en es venu à choisir les sciences? J'ai toujours eu un bon intérêt sur l'acquisition de connaissances puis le savoir. La curiosité, là. Exact. Ben, le doctorat, par contre, ça, je peux te le dire parce que je me rappelle, j'avais fait un stage d'initiation à la recherche pendant le bac. OK. Et, quand tu es dans un lab, souvent, on va voir des conférences. Et le laboratoire où j'ai fait mon doctorat a fait une présentation dans le département. Donc, je suis allé voir ça, je trouvais ça super intéressant. Puis ensuite, je suis allé voir le chercheur et je me suis trouvé une place dans son laboratoire. J'ai commencé à la maîtrise, ensuite, j'ai fait le passage accéléré au doctorat parce que j'aimais vraiment ça. OK. OK, fait que je peux pas te poser la question qu'est-ce que fait après la maîtrise qui t'a fait choisir, c'était de continuer le même sujet de recherche, là. Ouais, c'est transformer le projet en doctorat. Euh, Puis en fait, le projet initial n'a pas débouché, fait que j'ai changé de projet après 3 ans. Ah, ben c'est tout à fait compréhensible, puis je peux en témoigner moi-même, là. J'ai un parcours similaire, là. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat au même laboratoire. Puis c'est ça, il est arrivé toutes sortes de petits changements de direction, là. Je te comprends très bien. As-tu un souvenir particulier ou une anecdote de laboratoire qui s'est passé soit du temps universitaire? Je dirais que comme la situation actuelle, c'est un peu typique de ma mémoire qui est pas super bonne. En fait, je pourrais sortir une histoire avec ça. À un moment donné, j'étais en train de faire des recherches bibliographiques. Puis je me demandais si on avait fait des Western blots sur une certaine protéine. Fait que je regarde l'autre personne dans le lab, je dis, on a-tu déjà fait ça? Puis lui, il me regarde, il dit, oui, on l'a fait. C'est toi qui l'as fait. OK, toi, tu posais la question en général dans le labo. Mais ça, je pensais comme, je me demandais, est-ce qu'on avait déjà testé ça? Puis finalement, je l'avais testé peut-être 2, 3 mois avant, mais je m'en rappelais juste plus. Oh boy! Ah, ça va bien. Euh, c'est intéressant. Puis tu as réussi à faire une bonne soutenance de thèse malgré euh, ta mémoire? Ben, ça a bien été, c'est que je suis capable de vraiment focus sur des choses spécifiques. C'est juste que la raison, je suspecte, pour laquelle je m'en rappelais pas, c'est que c'est un des seuls Western Blot qui a fonctionné de la première fois. Donc, OK, t'as pas eu à t'acharner sur celui-là. non, exactement, parce que quand on travaille chez les salamandres, c'est typique que les anticorps fonctionnent pas très bien parce que, un, c'est pas les mêmes poids moléculaires. Souvent, la spécificité est douteuse. Tu peux avoir plein de bandes, tu sais pas pourquoi. Parce que les anticorps sont jamais développés contre la spécifique, cette espèce-là spécifiquement, là, j'imagine. C'est plus que tout le temps chez des mammifères, donc des fois, ça peut avoir assez de différence que
l'anticorps vaut plus rien. Mais écoute, on est rendu au dernier segment. C'est les questions dans le chapeau. Puis, pour la première fois, je vais vous présenter mon chapeau que j'ai retrouvé. C'est une des casquettes qui a ressuscité. Ben, je l'ai retrouvé dans mes vieilles boîtes que j'avais fait pour donner dans les shows. Ça avait été bien populaire. Je mets mes questions dans le chapeau. Et je fais un tirage formel, là, et voilà. Donc, première question pour toi, Étienne. Combien de café tu bois par jour, par exemple? Ben, j'en bois aucun de café. OK, c'est bon. Fait que moi, il m'en faudrait, tu sais, si je serais marabout, là, 3 jours, pas de café, là. Ben, en fait, c'est quelque chose qui surprend tout le monde, surtout que je travaille, parce que, comme je disais, on fait des chiffres rotatifs, et je l'ai fait le 9h30 du soir à 5h du matin, et pas de café. Oh! Ben, c'est pas facile, mettons. Des fois, j'ai des petites pilules de caféine, mais c'est très rare. Attends, donc t'es pas un de ces fameux universitaires qui est dans tout le monde pense que tout le monde boit du café, là? Non, non, j'ai réussi à passer le doc sans caféine. Wow, félicitations. OK, mais d'abord, je tire une autre question. As-tu une recommandation? Là, on est en genre de situation où ce que tout le monde doit trouver des loisirs un petit peu de son côté à la maison. As-tu une recommandation, soit de musique, film ou une série télévisée que tu t'as découvert récemment, là, que tu pourrais partager? J'écoute pas beaucoup de films ou de séries télé, mais côté musique, il y a un groupe que j'ai découvert récemment, ça s'appelle Myron. Ça fait très années 80-90. Je pourrais t'en mettre. T'as entendu? Oui, j'entends bien. C'est comme si j'étais chez nous, dans le fond, sur mes speakers. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai un autre ordinateur, fait que j'ai l'écran avec les speakers là, puis j'ai un micro ici. Non, mais ça marche bien. C'est un pas pire bon micro, je pense. Ouais, C'est le micro de ton laptop. Ah oui, OK, un vrai micro. Ah, j'aime ça. Ouais, ça fait comme un petit peu série des années, c'est quoi, les années 90, 80? c'est ça que j'avais en tête, je sais pas trop loin que les années, là, mais Non, je comprends. Moi aussi, c'est comme ça me donne une idée que c'est un peu rétro. ça fait des films quand j'étais enfant puis je grandissais, tu sais. Ah, ouais, ben c'est ça. Ben écoute, c'est pas mal terminé. J'ai fait le tour de mes questions. Je te remercie énormément. Ben, ça fait plaisir. Fait que sur ça, ben, je te souhaite une bonne fin de journée. Ben, reste en santé, puis on se redonne des nouvelles. Alright, à la prochaine. Parfait. Ciao.